Prochain arrêt, Binge Audio. Vous le savez, si vous suivez régulièrement ce podcast, nous nous sommes lancés cette année dans l'accompagnement d'un projet de grande ampleur. Il s'appelle Quartier de demain. C'est une consultation au cours de laquelle les plus grands cabinets d'architectes du monde réfléchissent à la façon dont les quartiers populaires pourraient se réinventer sans faire pour autant table rase de leur longue histoire. Cette consultation, on peut la suivre de l'intérieur grâce à l'Europe des projets architecturaux et urbains, notre partenaire, et grâce à ma camarade Camille Jusa qui dans cet épisode nous emmène en région parisienne, au Tarteret à Corbeil-Essonnes. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Tarteret, c'est zone sensible. Même si ça s'est amélioré, même s'ils ont détruit des tours, vous allez chercher un travail, vous dites que vous habitez au Tarteret, c'est chaud, quoi. Mais le seul problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de travail pour les jeunes. La plupart des jeunes, ils ont des études assez élevées, et à la fin, ils se retrouvent dans la cité à rien faire. Ici, au Tarteret, ils utilisent plus l'argent pour construire des nouveaux bâtiments comme là-bas, au lieu de faire des nouveaux parcs ou des trucs pour les adolescents ou les enfants. La fabrique des quartiers de demain, Camille Jusa, Clément Morel. Je crois que nous allons appuyer ensemble sur le bouton, monsieur le maire. On a mis beaucoup d'argent pour cette politique des grands ensembles, mais on a mis juste l'argent qu'il fallait, pas un centime de plus. Cité des 4000 à la Courneuve, la tour de Bussy est dynamitée. Bravo, une chute au mètre près, une première européenne. Vous auriez préféré la garder ? Bah ouais, quand même, j'ai passé toute ma jeunesse là-dedans. On les appelle les grands ensembles, on les appelle aussi les villes dortoirs. On vit en insécurité. On en a marre d'enterrer nos enfants. On est fatigués. Le désenclavement des bâtiments passe par 600 kg de dynamite. Il faudra 4 mois pour évacuer les gravats et plusieurs années pour replanter un nouveau quartier, plus humain. C'est toute notre enfance, notre vie. C'est un grand moment d'émotion. Épisode 3, Autopsie d'une cité. Aujourd'hui, nous sommes de retour à Corbeil-Essonnes pour la suite de la grande consultation d'architecture, d'urbanisme et de paysage qui doit se dérouler dans la cité des Tarterets. 60 agences d'architectes sont attendues pour visiter l'ancienne chaufferie désaffectée du quartier, un bâtiment magnifique fait de grandes coques de béton toutes vitrées qui doit être transformé en un grand centre culturel. Actuellement, il n'y a même pas de médiathèque dans le quartier. Au-delà de cette consultation et de la transformation de cette chaufferie désaffectée, se joue en réalité une question cruciale. Peut-on sortir de leur destin maudit les grandes cités des années 60 et 70 ? Et si oui, que peut faire l'architecture ? Je ne suis jamais entrée dans la cité des Tarterets, mais comme beaucoup de gens, j'ai souvent entendu parler d'elle dans les médias. Ce que je sais, c'est qu'elle a été profondément transformée depuis 20 ans. Beaucoup de démolitions, de reconstructions, encadrées par 2 grandes lois de rénovation urbaine datant de 2003 et de 2014 et mises en œuvre par une agence d'État dont vous avez certainement déjà entendu parler, l'ANRU. L'ANRU, ça a été un outil hors du commun. 50 milliards d'euros investis dans des quartiers qui avaient été délaissés depuis leur livraison dans les années 60, des centaines de quartiers rénovés, un cadre de vie amélioré pour des centaines de milliers de gens, et avec cet espoir, ici au Tarteret ou ailleurs, qu'en modifiant le bâti, on allait mettre fin aux problèmes des quartiers populaires. Oumar Dramé est élu à la politique de la ville et on s'est donné rendez-vous au marché des Tarterets, à côté de la chaufferie et au pied de la colline, face à la cité, avec l'idée qu'il me montre les Tarterets. Ce qu'il faut savoir, pour que vous puissiez vous projeter, c'est que le quartier des Tarterets, c'est un quartier qui est fait sur des coteaux. Donc le point bas, c'est la gare. Et en cheminant, on arrive sur le point haut qui est, pour une première partie, le collège des Tarterets. Voilà, Cynthia. Ça va et toi? Yo. Ah ouais, donc en fait toi tu es non seulement élu mais en plus l'enfant du quartier, donc tu vas être arrêté toutes les secondes. Voilà, on ne l'a pas dit en préambule, c'est que j'ai fait toute ma vie dans ce quartier en fait. J'y suis parti pour mes études, mais en vrai j'y suis jamais parti. Je suis tout le temps là, mis à part quand je suis au boulot ou autre, mais mes parents sont là, mes grandes sœurs sont là, mes grands frères sont là, mes amis sont là.
On a commencé à grimper le long de la colline, le long d'un plan en forme de raquette de tennis, une sorte de grande boucle avec tout au long de cette boucle de grandes tours qui se dressent. Un urbanisme très typique des années 60, un peu brutal et un peu aveugle à la géographie du lieu. Très vite, je me suis rendu compte que j'y comprenais pas grand-chose. Les espaces sont très grands, très ouverts, ce qui dilate un peu les échelles. Il y a des rues qui ne mènent nulle part et le plan n'est pas du tout facile à comprendre. On arrive rue Cézanne, qui elle avait 4 immeubles de 14 étages. En revenant sur la rue Léon Blum et en allant sur la droite, on se retrouve sur les bâtiments qui ont été détruits dans la première phase de l'ANRU. Surtout, j'écoute Oumar Dramé et je me rends compte que ce qu'il me montre, c'est pas la cité d'aujourd'hui, mais c'est la cité d'avant les démolitions et celle qui est restée dans sa mémoire. Je m'y attendais pas, mais ce qu'on est en train de documenter ensemble, c'est l'histoire d'une disparition. Ce parc, il existait déjà ? Non, ça c'est pas un parc. Ça c'est quoi ? Voilà. Ici, on avait une rangée de 4 bâtiments. Là, tu descendais, tu vois le passage piéton. Je pense que même les escaliers qui sont là-bas, c'est des escaliers d'époque. Là, tu vois, c'est le prolongement du cheminement qui existait avant la destruction. Voilà. Donc les gens ont toujours pris ce chemin, ont continué de le prendre, quand bien même il n'y avait plus de chemin. Sous nos pieds, ce que vous entendez, ce sont de grandes herbes qui craquent un peu parce que le temps est très froid et qu'elles sont givrées. On voit, c'est vrai, des traces ici et là, un petit pavé qui marque l'entrée d'un immeuble disparu, une volée de marche au milieu de nulle part, et puis soudain, Oumar Dramé s'est arrêté. Un Gauguin, voilà, chez moi. Ma fenêtre donnée par ici, la fenêtre de ma chambre donnée par là. Cette colline qui existe... a toujours existé, mais bon, il n'y avait pas les ronces. Donc là, on est exactement à l'emplacement où tu as grandi. Je vais essayer de me rappeler si ma chambre est donnée par là. Donc je devais être un peu ici. Là, on doit être en dessous de ma chambre. On doit être en dessous de ma chambre. Finalement, moi, c'est la seule tour que j'ai connue, malgré qu'on ait déménagé plusieurs fois à l'intérieur. Mais voilà, je me dis, quand même, il y a une partie de ta vie qui part en fumée, quoi. Après, on peut continuer encore, on peut remonter l'avenue Léon Blum. Il y a des petits piquets qui sont positionnés. C'est un peu pour rappeler l'emplacement des tours, où est-ce qu'elles étaient. Donc il y avait le 23, le 25, le 27, le 29, qui eux ont tous été détruits là il y a entre 6 mois, quoi. Donc eux qui sont dans la deuxième phase de l'ANRU. Si j'ai bien compté, on est déjà à 8 tours démolies et a priori, on n'est qu'à mi-parcours. Aujourd'hui, on parle de 4, 5, 6, 7, 8 tours. 8 tours encore dans la phase d'ANRU 2 qui sont à déconstruire. Quand tu regardes, tous les espaces qu'on vient de passer, il n'y a rien dessus. On n'a pas de dépôt, on n'a pas de trucs abandonnés ou quoi que ce soit, ça reste en l'état. Et qu'importe le moment de l'année, on ne se retrouve pas avec des voitures incendiées, on ne se retrouve pas avec des bennes à ordures qui sont posées, non. Donc c'est peut-être l'imaginaire aussi qui travaille sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui habitent le quartier, qui ont toujours habité, qui se disent c'est un sanctuaire. Dans les archives, il y a quantité de reportages sur les derniers jours de plusieurs tours des Tarterets sur le point d'être démolies, avec des habitants qui errent dans des appartements aux murs déjà éventrés et qui regrettent leur vue sur la Seine, le soleil, les arbres. 14 heures. Devant un millier de curieux, la plupart des habitants du quartier, la tour 5 des Tarterets va s'effondrer en quelques secondes. Cette tour, ici, la veille de la démolition, empêchait la communication du quartier avec l'extérieur. La tour disparue, une rue remplacera l'impasse actuelle. En outre, des aménagements seront réalisés pour les enfants qui fréquentent les écoles débouchant sur cette rue. Coût de cette démolition, 5 millions de francs. À l'époque, je regarde ça avec des yeux d'enfant finalement, où moi le sentiment que j'en ai, c'est qu'on vient, on détruit nos tours, on nous reloge,
et après ça, plus rien. Et ce qui est l'ambition finalement de l'ANRU, c'est de créer une mixité avec les nouveaux logements qui sont faits, mais on se rend compte que ça sur le premier ANRU, ça n'a pas tellement marché. On a eu quelques nouveaux arrivants, mais qui après un certain temps ont vu de comment, étant donné qu'on ne se pose pas la question de comment on vit dans ces quartiers, on se rend compte que les problématiques qui devaient être résolues avec l'ANRU 1 sont toujours présentes. Ce que dit Oumar Dramé ici est fondamental. Ça rejoint ce que les rares évaluations de la politique de l'ANRU soulignent et que résume le sociologue Renaud Epstein, qui très tôt a attiré l'attention sur le fait que l'ANRU ne pouvait pas porter à elle seule toute la politique de la ville. En gros, que le bâti, rien que le bâti, ça ne suffit pas. La rénovation urbaine, elle a permis un réinvestissement massif, à la fois politique et budgétaire, de quartiers qui avaient été abandonnée. Elle a transformé le cadre de vie, elle a amélioré les conditions de logement. C'est pas rien, ce n'est pas rien, même si beaucoup reste à faire. Alors le problème, c'est que ces transformations physiques ne sont pas prolongées par les transformations du peuplement qui étaient attendues. Voilà l'objectif central de la rénovation urbaine, tel qu'il a été énoncé en 2003, tel qu'il a été répété en 2014, c'était la mixité sociale. Et là, de ce point de vue, tous les bilans réalisés à l'échelle nationale convergent. La mixité n'est pas au rendez-vous. Les quartiers rénovés demeurent des quartiers très populaires, marqués par une concentration de la pauvreté inchangée. Et ça, d'un point de vue évaluatif, c'est incontestablement un échec au regard d'un objectif qui a été assigné à cette politique. Je vous donne 2 chiffres. Au Tarteret, le taux de pauvreté est de 46%. 46%, c'est énorme, c'est 3 fois plus que la moyenne française. C'est aussi un quartier très jeune, mais 21% des 15-26 ans n'est ni en situation d'études, ni employé, contre 12% en moyenne en France. C'est peut-être un vœu pieux de ceux qui ont instauré ces projets-là, en se disant, bon, si on démolit, les gens vont partir et les problématiques vont être réglées. Parce que c'était des quartiers qui ont quand même... qui ont emmagasiné pas mal de problématiques. Mais la problématique, c'est pas les gens qui vivent dans le quartier, la problématique, c'est qu'on ne s'est jamais occupé de comment ils y vivent et comment on fait pour qu'ils y vivent mieux. Voilà. Maintenant, il faut qu'on ait la volonté de s'occuper des gens qui vivent dans ces quartiers. Pas être constamment en train de porter un jugement sur ce qui a été avant, mais c'est une réflexion qu'on avait menée sur se dire, est-ce que aujourd'hui, par les temps qui courent, on parle de résilience, on parle de réemploi des matériaux et tout ça, est-ce qu'il est judicieux de détruire des tours qui sont ce qu'elles sont, comparé au coût de rénovation? C'est d'essayer de changer le prisme qu'on a, projet immobilier, projet social. Nous, on aspire à plus tirer la couverture vers le projet social pour que le projet immobilier, lui, soit réussi dans son entièreté. On est arrivé en haut du quartier, on est passé devant le collège où Oumar Dramé est allé, avant de continuer ses études au lycée de Corbeil, puis à l'université pour devenir ingénieur. Je lui demande comment il s'est engagé en politique. J'en avais un peu le ras-le-bol que nos jeunes n'arrivaient pas à se projeter. La seule projection qu'ils avaient, c'est moi, j'ai envie de travailler à la mairie. Et je me dis que le monde, il est beaucoup trop vaste pour qu'on se contente de vouloir travailler uniquement à la mairie de chez nous. Je ne m'estime pas comme quelqu'un d'exceptionnel. C'est un parcours que beaucoup ont ici, surtout de notre génération, parce que c'est une volonté qu'on a eue aussi de se dire, à un moment donné, la France, elle ne peut pas se passer de nous. On ne restera pas dans l'image qu'on veut nous attribuer. On se rend compte que dans la banlieue, soit on est des footballeurs, soit récemment des acteurs, parce qu'il y a eu des belles réussites aussi, mais ça ne fait pas le compte. Il faut qu'on arrive moi, comme je disais la dernière fois à la préfète, moi, mon ambition, c'est qu'au Tarteret, on ait des préfets. Il n'y a pas de raison qu'on n'en ait pas. Pourquoi? Les Tarterets, c'est la France aussi. Donc on arrive sur la tour 21 Blum, qui elle n'a pas vocation à être détruite. Le mythe dit que c'est cette tour qui maintient en fait le quartier, étant donné que c'est un quartier qui est pas mal fait de glaise. Et si on l'a détruit, en fait tout le quartier s'affaisse. Voilà. C'est une légende urbaine, mais non, on n'a jamais été vérifié est-ce que c'était vrai ou pas.
On avait fait presque le tour de la boucle et j'avais beau regarder, je ne voyais pas un commerce à l'horizon, rien. Oumar me raconte que tous les commerces ont été déplacés en dehors du quartier avec cette même idée que pour désenclaver un quartier, il faut obliger les gens à en sortir. Alors moi, je me demande à quoi elle ressemble la vie ici quand pour aller faire ses courses, il faut prendre un bus avec son caddie ou porter des sacs. On a continué à descendre et Oumar me montre ce qui était le cœur battant du quartier. Donc là, on va arriver le long du parc Aimé Césaire, ce parc-là n'était pas un parc. Ah. C'était quoi ? 2 bâtiments. 2 bâtiments sur dalle, avec en dessous, on avait centre commercial, salle de boxe, médiathèque, boulangerie, la poste et deux grandes tours de 17 étages, je crois. La médiathèque, elle avait été refaite à la place des bâtiments que tu vois là qui sont tout récents. Il y avait là une crèche. Ça a brûlé en 2010. Et donc depuis, la médiathèque n'existe plus. La mairie de quartier non plus. La poste, ça a été une bagarre pour qu'elle puisse être réouverte en haut. Et la crèche, elle a été reconstruite de l'autre côté. Voilà maintenant 14 ans que les jeunes du quartier des Tarterets, le seul accès à la culture qu'ils ont, c'est soit par l'école, soit celui qui se démène un peu, qui va aller au centre-ville pour aller à la médiathèque. Là où moi, étant jeune, voilà, dans famille nombreuse, très peu d'espace à la maison, on se posait à la médiathèque. Voilà. Pour moi, c'est primordial. C'est primordial. Il nous faut une médiathèque dans le quartier des Tarterets. Il faut qu'on ait ce premier lien à la culture pour nos jeunes. Donc pourquoi pas dans la chaufferie ? C'est un endroit qui s'y prête bien. On a l'exemple de l'ANRU 1 sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, les réussites et les échecs. On a un nouveau projet qui s'offre à nous. C'est une opportunité. Il faut s'en saisir et travailler à ce qu'on arrive à gommer les échecs pour tout le temps être dans l'amélioration. Aujourd'hui, c'est à ça qu'on aspire. C'est que quelque part, il y a un travail qui a été fait, mais qui n'a pas porté ses fruits. On avait quasiment fini le tour du quartier, le tour de la raquette de tennis, quand soudain, au coin d'une rue, sur le pignon d'un immeuble, j'ai vu une gigantesque fresque. Je pense que tu pourras la mettre en visuel de ton podcast, la fresque qui est au-dessus de ma tête, regarde. Voilà à quoi ressemblait le quartier. Et là, tu as toutes les tours. Attends, c'est un dessin qui représente une vue du ciel sur le quartier. Voilà. Et il y a quand même un titre à cette fresque qui s'appelle « Le bon vieux temps ». Ceux qui pensent que la démolition des tours, c'est une bonne chose, ils ont une vision des tours qui est trop liée au trafic de drogue. C'est pas les tours le problème, les tours elles ont rien fait. Moi, les tours, je les vois comme de l'art. C'est de l'art urbain. On a démoli l'art, un patrimoine en fait des Tarterets. Voilà, nous étions de retour sur le marché, dans la halle couverte. Là, on a l'étal du boucher, avec le primeur, le poissonnier. Ça, c'est dans la halle, c'est des gens qui sont là mercredi et samedi. On a aussi Azouz là-bas, qui fait du thé, qui fait des chouchous, donc des pizzas. Il est là, Azouz. Azouz. Bonjour. La buvette de Azouz, c'est la seule buvette du quartier. C'est le seul endroit où on peut boire un thé ou un café aux Tarterets. Moi, les Tarterets, c'est la famille. On leur met des images, des étiquettes qui sont fausses. Il faut vivre ici pour savoir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant, le quartier des Tarterets, c'était le tiers de la population de Corbeil. Il y avait 12 000 habitants au Tarteret. Il y avait un lieu de vie, il y avait un centre commercial, il y avait des commerces, il y avait tout ça, ça a été... Il n'y a plus rien, quoi. Maintenant, c'est un quartier dortoir.
Vous allez chercher votre subsistance ailleurs. C'était un problème par rapport à la surpopulation. Vous ne pouvez pas gérer des gens qui sont les uns sur les autres et qui n'ont pas autre chose à faire. Ils n'ont pas de porte de sortie. Mais on ne leur a pas tendu la perche. Ils ont cassé ces tours. Et on a déplacé le problème d'ici à là. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de leur trouver un travail, leur donner des formations. Le problème de Corbeil, c'est quoi? C'est que c'était une ville industrielle. Il y avait les usines d'Ouatto ici. Une usine qui fabriquait la colle à base de pommes de terre. Il y avait les usines d'Écoville qui faisaient des bennes de camions. Et avant les bennes de camions, en 1800, ils faisaient les trains. À la place d'un centre commercial là-bas, c'était une usine de balance testu. À la nacelle, c'était les grandes papeteries. Et toutes ces entreprises, elles sont parties, soit elles ont fermé, soit elles ont été délocalisées. Mais le problème, c'est que la main-d'œuvre, elle est restée ici. Moi, j'étais gamin, quand je partais au lycée de Corbeil, je voyais les gens partir travailler comme en Chine avec leur bleu et en vélo en Solex. Et c'était quand même la bonne époque, parce que tout le monde travaillait. C'est une ville ouvrière, Corbeil. D'ailleurs, celui qui est resté le plus longtemps à la ville de Corbeil, c'est M. Cambrisson, qui était communiste, il est resté 33 ans. Les gars du marché étaient en train de tout arroser à coups de tuyaux d'eau. Il était temps de regagner la maison des associations, où une bonne soixantaine d'architectes attendaient de pouvoir visiter la chaufferie. Oumar me glisse qu'il ressent quand même une certaine fierté à voir tous ces gens débarquer ici. Là, on va entendre le maire, Bruno Pirillou, qui présente le quartier aux architectes avant d'aller visiter la chaufferie désaffectée. Il faut essayer de comprendre pourquoi ce bâtiment, il nous passionne. Moi, j'ai mes réponses. C'est que on est dans un quartier où une des questions politiques qui nous est posée en 2024, c'est est-ce que en grande banlieue, à 40 km au sud de Paris, est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre ensemble? Et tout le monde n'a pas la même réponse. Vous êtes dans une ville monde où il y a 108 nationalités et il y a à Corbeil-Essonnes, comme partout en France, des gens qui y voient un grand remplacement. Et puis il y en a d'autres, comme l'équipe municipale que j'anime, qui pensent que c'est une superbe opportunité d'être une ville monde. Le sujet de consultation internationale de la chaufferie, c'est, avant d'être une consultation d'architecture, c'est une consultation politique. C'est que vous nous aidiez à trouver les moyens qu'on puisse bien vivre ensemble. C'est quoi la politique? C'est juste ce qui nous permet d'être heureux ensemble. Voilà. Ça doit fabriquer du bonheur. Dès que la nouvelle équipe municipale est arrivée, elle a obtenu auprès de l'ANRU un moratoire sur les projets de démolition en cours et a organisé une grande consultation auprès des habitants. Comment vivent-ils le quartier? Comment l'aiment-ils? Qu'est-ce qui leur manque? C'est eux que vous avez entendus tout au long de cet épisode. Imaginez dans cette salle 250 habitants du quartier qui viennent débattre, et quand on leur donne la parole et que c'est sérieux, ils apprennent. Les habitants, on les a écoutés, et ils nous ont dit à quel point ils aimaient ce quartier. Vous savez, quand on démolit des tours, et quand on demande à ceux qui y vivent, 95% des gens qui habitent les tours, en général, qu'on va démolir, disent nous on veut rester dans le quartier. C'est pas forcément l'idée qu'on en a. On pense qu'on rase les tours, on met tout en long, puis ça va aller mieux. Non, une jeune du quartier, dans les réunions, elle dit, vous savez, monsieur le maire, la France, ça doit être beau partout. Mon idéal, c'est beaucoup d'activités, une bibliothèque, beaucoup de choses où les enfants peuvent s'épanouir. C'est tout ce qui entoure qui fait le quartier. C'est pas construit juste et tu déposes contreplaqué et puis tu dis non, tu as construit. Je suis désolée. S'ils venaient nous voir, déjà, ce serait une bonne chose parce qu'on ne se sentirait pas trahi. Et juste ça va permettre de faire un grand pas et d'avancer ensemble. Je pense que ça changera le regard de l'extérieur en fait. Parce qu'on n'a pas grand-chose qui nous mette en valeur. Alors là, avoir des architectes, c'est quelque chose qui va perdurer.
Et c'est ce qui fait plaisir en même temps, projeter une bonne image en fait du quartier, pas forcément à chaque fois les émeutes, la police, le feu. On a tellement eu des images négatives qu'à bout d'un moment on s'est identifié à ça en fait. Ensuite, les architectes ont fait leur boulot d'architectes. Ils se sont éparpillés partout autour et dans la chaufferie. Ils ont pris des notes, des photos, gribouillé déjà des petits relevés, touché les parois, les rambardes. J'en ai attrapé un au vol de l'agence H2O et je lui ai demandé ce qui le marquait le plus dans cet endroit. C'est l'étrangeté en fait du bâtiment qui a une qualité plastique rare et en même temps on a entendu les paroles du maire. Quand on parle des Tarterets, c'est pas quelque chose, on pense pas tout de suite à la plasticité du bâtiment quoi, et à son esthétique. Donc on est forcément attiré par cette qualité architecturale et en même temps on sait que ça va être une grosse question de programmation et de comment on peut faire projet, mais aussi comment faire durer ce projet. En fait, c'est déjà c'est une structure capable, c'est parce que elle a une grande générosité sous ses voûtes. Voilà, et nous on croit beaucoup à la reprogrammation en fait. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est les réouvrir, pouvoir déjà que les gens puissent l'utiliser, parce que c'est quand même ces grandes coques qui regardent le marché. On voit bien quand même qu'il n'y a pas forcément grand chose à faire en fait. Je pense que ce qu'il faudra, c'est quand même de ne pas verrouiller les choses, quoi. C'est-à-dire que peut-être que c'est pas un programme mais c'est plusieurs et que celui qui prend, c'est lui qui perdurera, quoi. En tout cas, c'est pas un acte architectural qui va changer les choses. C'est rendre capable cet édifice d'accueillir des choses et puis de les anticiper. Et en fait, on dit souvent, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, je crois que je l'ai un peu piqué à Van Eyck, qui est un architecte hollandais, c'est en fait faut prévoir l'occasion. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire je vous ouvre les portes, débrouillez-vous et inventez-vous même un programme, mais c'est plutôt je prévoir l'occasion. C'était La Fabrique des quartiers de demain, un podcast de Camille Jusa réalisé par Clément Morel pour Programme B. Issu d'une réflexion interministérielle, le programme Quartiers de demain est porté par le ministère de la Culture et le ministère du Logement. Il est conduit par le groupement d'intérêt public, l'Europe des projets architecturaux et urbains.